métier, l'actualité elle est là, elle s'écrit sous vos yeux. Stopper Poutine, Trump est-il enfin prêt? C'est la grande question qu'on va se poser. Mais donc il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron. Oui, 26 pays se sont engagés selon lui à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour assurer des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Mais c'est pas tout. 1h30 d'appel auparavant entre une quinzaine de dirigeants européens et pas seulement, et avec le président américain. Alors, l'autre question, c'est Donald Trump est-il en train de franchir un cap, celui de s'investir réellement concrètement à nos côtés face à Poutine? Steve Witkoff, c'est important, était également présent aujourd'hui. Est-ce tout cela le signe d'une nouvelle détermination? Sommes-nous toujours dans un jeu de dupes avec les États-Unis? A-t-il choisi son camp, le président américain, et avec quel filet de sécurité à la clé? Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Samantha de Bendern. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Bonjour à vous, Xavier Titelman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Bonjour à vous, colonel Michel Goya, mon partenaire devant l'écran magique. Vous êtes consultant militaire pour LCI. Guillaume Roquette, bonjour. Merci également d'être là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour Hélène Bonnet, je suis ravie bien sûr de vous retrouver également. Vous êtes éditorialiste international pour LCI. Le grand dossier avec cet enjeu stopper Poutine. Trump est-il enfin prêt? C'est parti. Mais d'abord, revenons sur cette déclaration. Alors je ne sais pas si on va peut-être suivre en direct, c'est ça. Peut-être gardons en direct cette image du départ de Volodymyr Zelensky de la cour de l'Élysée à l'issue de ce sommet, dont vous me direz s'il a changé quelque chose réellement ou non. Voilà pour les salutations. Alors, Thomas Misraki, Thomas, vous avez suivi l'ensemble de ce sommet pour TF1 LCI. Je le disais, 1h30 pour convaincre Trump, un sommet avec une quinzaine de chefs d'État qui ont également pu s'entretenir avec le président des États-Unis. Et à l'issue, on retient. Je vous laisse nous dire. Écoutez, c'est la diplomatie des petits pas, mais cette fois-ci, aujourd'hui, à Paris, ces petits pas, ils vont semble-t-il, dans le bon sens, avec plusieurs annonces qui ont été faites alors que la délégation ukrainienne est en train de quitter le palais de l'Élysée. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir des déclarations qui ont été faites d'abord par les deux présidents, Volodymyr Zelensky, l'Ukrainien, et Emmanuel Macron, le Français, c'est que 26 pays membres de cette coalition des volontaires s'engagent à mettre des troupes au sol. Alors, quand il s'agit du sol, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, parce que ce sont des pays qui s'engagent à ce que leurs soldats participent à ces garanties de sécurité une fois un cessez-le-feu, une trêve ou un traité de paix signé. Mais en tout cas, 26 des 35 pays qui font partie de cette coalition accepteraient d'avoir des soldats en Ukraine une fois un semblant de paix retrouvé. C'est un immense progrès. Emmanuel Macron l'a souligné, puisqu'il y a encore quelques mois, il n'était que deux, la France et la Finlande évidemment, à proposer de mettre des soldats en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la diplomatie américaine qui continue d'être une diplomatie teintée d'économie. Ce que Donald Trump veut, c'est accentuer la pression économique sur les Russes pour tenter de les persuader de revenir à la table des négociations et d'organiser ces réunions entre Américains, Ukrainiens, Russes, mais aussi Européens. Donald Trump qui demande aux Européens d'arrêter d'acheter de l'énergie russe et qui leur demande aussi d'ailleurs de faire pression sur la Chine pour, dit-il, encourager les Chinois à ne plus soutenir économiquement les Russes. Vous savez que 12% du pétrole produit par la Russie va en Chine. C'est à travers ces leviers-là que le président américain veut agir. Et c'est comme cela qu'il compte ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Misraki avec Éric Jossé, merci beaucoup messieurs d'avoir posé pour nous les enjeux. Alors on va revenir dans quelques instants sur le bouger ou non du président américain lors de ces dernières heures, mais les contreparties qu'il nous demande également pour avoir son soutien. D'abord cette déclaration, celle de la journée, on l'écoute à nouveau, 26 pays au sol, en mer ou dans les airs pour aider l'Ukraine. Emmanuel Macron. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Xavier Titelman, je commence avec vous parce que voilà, c'est un échange qu'on a quand même souvent eu ensemble sur ces forces
que l'Europe, la France en particulier, est prête à envoyer directement en cas de cessez-le-feu? Pour vous, là, on rentre dans le concret, 26 pays au sol, en mer ou dans les airs. Quelque chose s'est passé? Il y a de plus en plus de pays qui font ce constat qu'il faudra assurer des garanties à l'Ukraine une fois qu'il y aura ce cessez-le-feu ou cette paix. Ça veut dire que les deux pays initiaux, qui ne représentaient pas grand-chose en réalité, maintenant on peut atteindre des masses de manœuvres qui sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes potentiellement, peut-être 20, 30, on ne sait pas justement parce que c'est secret de la guerre autour, plus le soutien. Il faut imaginer 20 000 hommes qui auraient le potentiel d'avoir des dizaines d'avions chasse, des centaines de missiles, la marine américaine, la logistique américaine, des missiles de croisière. En réalité, c'est bien au-delà des quelques milliers qui vont être déployés sur le terrain. Quand on est présent, ça veut dire aussi de la défense aérienne. On ne va pas mettre des hommes sans qu'ils aient la possibilité d'intercepter les missiles qui nous seraient tirés éventuellement dessus par la Russie. Donc ça veut dire aussi que c'est une protection et une garantie de défense du ciel ukrainien sur des années et des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est visible sur le long terme. On atteint une masse qui est quand même intéressante, mais encore une fois, on attend d'abord d'atteindre une paix ou un cessez-le-feu, et là on voit bien qu'on n'en est pas à la veille. Samantha de Bendern. Oui, c'est la phrase qui tue, le jour d'après le cessez-le-feu. Oui. Je rappelle quand même que hier, à Pékin, le président Poutine, en répondant à une question d'un journaliste, a dit « Nous n'avons pas discuté de garantie de sécurité en échange de territoire pendant les discussions que nous avons eues à Anchorage. » Il continue à dire oui, chaque pays peut déterminer sa sécurité, mais pas aux dépens de la sécurité de l'autre. Et il l'a dit à maintes reprises, et pas seulement lui, mais son ministre des Affaires étrangères, son conseiller à la sécurité nationale, sans parler du porte-parole du Kremlin, que les troupes otaniennes au sol en Ukraine sont absolument inenvisageables pour la Russie. Donc la question que je me pose et que je pose très souvent sur ces plateaux, c'est est-ce que cette fameuse coalition des volontaires, en tout cas à huis clos, envisage un plan B en cas de non-cessez-le-feu? Alors le président Macron a vaguement signalé quelque chose. Il a dit si Poutine ne se montre pas prêt à la paix, il y aura des sanctions supplémentaires et nous serons très clairs. Alors, j'ai pas noté exactement les mots, mais il y aura de la clarté. Alors, la clarté, on aimerait bien avoir de la clarté. Mais est-ce qu'ils discutent de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte. C'est que faire? Parce que Poutine ne va jamais accepter ça. Alors, jamais. Justement, on continue d'en parler, mais on va être encore plus concret avec le colonel Goya qui dit « Allez, c'est parti ». En effet, je vous le confirme, déployer des soldats une fois le cessez-le-feu conclu pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression. À la base, sur la ligne de départ, qui est partant? Écoutez, c'est aucune surprise. Là, j'aurais pu vous faire tout ce tableau il y a 6 mois, voire 1 an, voire plusieurs années. Si vous faites Otami, prenez les critères courage, c'est-à-dire prêts à envoyer des soldats qui vont risquer leur peau, prêts à verser du sang, plus des moyens, vous vous retrouvez systématiquement avec 2. Il y a 26 pays concernés, et il y en a 2 qui ont les 2 critères, français, Royaume-Uni, France. Vous ajoutez, vous élargissez, vous conservez les pays qui ont du courage mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, vous avez les 3 pays baltes, la Belgique, qui enverront peut-être un bataillon. Si vous élargissez, et là on arrive aux ces fameux 26, à ceux qui veulent être sur la photo, mais qui ne veulent surtout pas prendre de risques et qui ne mettront jamais un pied en Ukraine, ou en tout cas qui n'enverront jamais la moindre unité de combat prendre des risques, quoi que ce soit en Ukraine, là, vous en avez beaucoup plus. Et comme toujours, une coalition européenne, au bout du compte, ça paraît très imposant. Et en fait, vous avez de toutes petites mains au bout du corps. Et ces petites mains, elles sont une est française et l'autre est britannique. Et on est toujours comme ça. Donc, au bout du compte, beaucoup de moyens potentiels, même sans les Américains. Et avec les Américains, c'est mieux. Mais sans les Américains, beaucoup de moyens potentiels à l'arrivée, concrètement, en Ukraine, en admettant qu'il y ait un cessez-le-feu, ce qui est loin d'être le cas. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Au-delà de l'Union européenne, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande sont aussi partants. Xavier Titelman me disait un peu avant l'émission. Il faut le souligner aussi parce que c'est important que des non-européens soient aussi impliqués dans tout cela. Bien sûr, le Canada est toujours très impliqué dans les affaires ukrainiennes. Donc les Canadiens pourront peut-être envoyer des troupes. Les Australiens le font aussi. Ils suivent souvent les Britanniques. Les Australiens, les Néo-Zélandais suivent souvent les Britanniques. Pas beaucoup de moyens non plus, mais ils peuvent être là. Alors, à quelles conditions ? À quelles conditions sont-ils, oui ou non, partants ? Alors d'abord, on l'a dit, d'abord il y a une condition qui est quand même assez fondamentale, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait au moins un arrêt des combats avant de pouvoir déployer, avec cette impossibilité qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu
tant qu'il y aura cette idée d'envoyer des troupes en Ukraine, du point de vue russe. C'est-à-dire les Russes disent, écoutez, on ne lutte pas pour que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, c'est pas pour voir des unités de l'OTAN entrer en Ukraine. D'où la nécessité que soit on a un plan B, effectivement, on fait autre chose, pas en Ukraine ou en Ukraine mais différemment, soit on impose à la Russie la paix, et ça suppose des moyens. Maintenant, voilà, si un jour, on se trouve avec des forces étrangères en Ukraine, en réalité, il y a 3 missions militaires possibles. La première, c'est une mission purement de maintien de la paix, de surveillance des accords. Donc on a la ligne de front la plus longue, une des plus longues de l'histoire, à surveiller quand même. C'est-à-dire que s'il y a un cessez-le-feu, il faut faire en sorte que les adversaires, par exemple, les troupes reculent de la ligne de contact, qu'il y ait des troupes au milieu qui surveillent l'application au moins de cet accord. Donc ça, c'est maintien de la paix. Ça peut être des casques bleus. Ensuite, deuxième mission qui est totalement différente, et il ne faut pas que ce soit la même, c'est cette fameuse mission de dissuasion. C'est-à-dire qu'on a des troupes qui sont en arrière, qui ne sont pas collées au front, qui sont en arrière sur des axes routiers, prêts à intervenir, avec des brigades au sol, plus des unités de défense aérienne, Xavier l'a déjà expliqué, plus éventuellement plus des escadrons d'ailleurs de chasse, de chasseurs bombardiers, plus en arrière, qui sont là, prêts à intervenir. Prêts à intervenir en cas, ou au moins prêts à se déployer en cas de menace russe. Et la troisième mission, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est éventuellement tout le soutien, l'appui à l'armée ukrainienne par les instructeurs. Donc là, dans le lot, vous aurez plein de gens qui seront avec les Ukrainiens pour les aider à construire, pour les aider à s'entraîner, etc. Ou pour apprendre d'eux d'ailleurs au passage. Combien d'hommes serions-nous prêts du coup à engager? La question a été posée à Emmanuel Macron. Vous allez voir sa réponse. Je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés, l'ont fait. Pourquoi ? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Ça a du sens, cette réponse du président français, mais ceci dit... elle masque peut-être aussi un léger embarras. Alors c'était ma question. Quelle est la réalité derrière les... Très concrètement, si on reprend les pays qui sont susceptibles de fournir des troupes en Ukraine, c'est pas compliqué. La France, une brigade, allez, 5000. Le Royaume-Uni, une brigade, 5000 aussi. Tous les autres réunis, à peu près une brigade. Donc si on fournit chacun un bataillon, plus les Australiens, plus les Canadiens, plus peut-être des pays scandinaves qui se rajouteront. En point de vue force terrestre, on peut aller jusqu'à 3 brigades, on peut aller jusqu'à 15 000 hommes, plus des éléments d'appui, de force aérienne, etc. Allez, si on va jusqu'à 20 000, c'est le maximum de toute façon qu'ont fait les Européens, par exemple en Afghanistan. C'est le plus grand déploiement européen en guerre. Il y avait 20 000 hommes au combat, en réalité, ou en zone dangereuse, ou en zone de combat. C'est à peu près le maximum qu'on est capable de faire, c'est le maximum qu'on aura en Ukraine. Merci, colonel. Alors, je vous pose la question à tous. Derrière les déclarations, c'est l'une de mes questions favorites. Derrière les déclarations, quelle réalité? Avons-nous les moyens de nos déclarations, de nos ambitions? Aujourd'hui, ou quand ça arrivera, on manque de moyens, mais si on attend réellement un cessez-le-feu ou une paix, on parle, à mon avis, dans plusieurs années. Donc si on attend plusieurs années pour se déployer, peut-être qu'on aura un peu plus de troupes que maintenant. Les Allemands, ils veulent envoyer à eux seuls 2 brigades dans les pays baltes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller en Ukraine. Ils disent, nous, on s'occupe du front avec les pays baltes. Si les Allemands sont capables de mettre 2 brigades en permanence basées dans les pays baltes, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, à terme, on ne serait pas capable de faire plus ou moins la même chose en Ukraine. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on ira à 25 000 hommes, 30 000 hommes, si on attend 2-3 ans. Le problème, c'est qu'à mon avis, si on attend un cessez-le-feu au bon vouloir de Poutine, c'est pas pour demain, encore une fois, et oui, ça n'a pas bougé beaucoup. Hélène Bonnet, Guillaume Roquette. Hélène Bonnet. Et ce qui explique aussi qu'on ne rentre pas dans les détails, vous parliez d'embarras, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de décideurs qui ne vont pas s'engager publiquement sur le fait d'engager des troupes au sol, parce qu'après, il faut qu'ils rendent compte à leur Parlement, à leurs opinions publiques, et qu'en réalité, c'est ça qui sera le juge de paix. Donc, il y a aussi cette dimension-là. C'est la question du rapport aux opinions publiques et de ce qu'on est prêt à sacrifier. Donc c'est aussi pour ça, il n'y a pas qu'une question de sécurité, mais que tous ces chiffres qui ont pu être débattus et qui, on imagine effectivement des états-majors qui travaillent sur des scénarios, un minimum d'hommes, un maximum, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire, mais tout ça reste très théorique et évidemment rattaché aussi à cette question du cessez-le-feu qui pour l'instant n'a aucune chance d'y arriver. Guillaume Roquette. Oui, je pense que...
D'abord, il y a une dimension politique qu'il ne faut pas négliger, me semble-t-il, dans ces images qu'on est en train de voir. Il y a une forme de solennisation du soutien constant de l'engagement des Alliés auprès de l'Ukraine. Ça paraît évident, mais je pense qu'il est important de le répéter, parce que pour les Russes, c'est déjà un premier message. D'autant que ce soutien, il prend la forme d'un engagement d'envoi de troupes. Ça veut dire de troupes de l'OTAN en Ukraine, parce que les pays qui sont concernés par cette coalition sont membres de l'OTAN, sauf erreur de ma part, en totalité, mais comme je n'ai pas la liste complète des 26, je ne voudrais pas dire de bêtises. L'Australie, Japon. Alors, non, effectivement, l'Australie et le Japon, et pour cause, ne sont pas membres de l'OTAN, puisque c'est une organisation de l'Atlantique Nord. Mais le problème, aujourd'hui, même si on a avancé, c'est cette force, pourquoi faire ? Parce que Emmanuel Macron l'a dit, cette force n'a pas pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie. Et vous avez sûrement lu comme moi l'interview de Volodymyr Zelensky à nos confrères du Point. Zelensky met les pieds dans le plat, il dit « c'est formidable ce déploiement de troupes, mais qu'est-ce que vont faire nos amis quand les Russes, parce que pour lui ça va forcément arriver, vont envoyer leurs avions, leurs chars en Ukraine? Allons-nous faire la guerre à la Russie ?» Et ça, je dirais que c'est l'éléphant dans le couloir. Alors, ce qui est présenté comme étant la priorité en réalité par Emmanuel Macron, c'est le renforcement des forces ukrainiennes. On va écouter sur ce point le président français. Nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Alors, pour bien comprendre, on a appris dans les minutes qui ont précédé cette prise de parole, par la voix du gouvernement britannique, que les membres de la coalition des volontaires ont dit leur disponibilité désormais pour fournir à l'Ukraine des missiles longue portée. Est-ce que c'est ça ce que veut dire Emmanuel Macron? C'est que renforcer l'armée ukrainienne, ça va passer par une utilisation plus décomplexée des missiles longue portée et un envoi de ces missiles un peu plus important? Non, c'est vraiment deux dossiers différents. D'accord. La Russie souhaitait imposer à l'Ukraine de limiter son armée à 50 ou 70 000 hommes et le démantèlement total du potentiel industriel ukrainien et le démantèlement total de sa capacité à tirer des missiles à longue portée. Donc ça, c'est ce que dit le président Macron, on refusera tout démantèlement de la capacité ukrainienne à se défendre. Et à côté, effectivement, les Britanniques ont dit on est prêt à donner des missiles longue portée. Grande nouvelle, ça fait quand même plus d'une année qu'on fournit des Scalp et des Storm Shadow, donc deux options. Soit d'autres pays, on se tourne vers les Allemands, auraient accepté effectivement d'eux aussi donner des missiles. Deuxième option, c'est que jusqu'à maintenant, les missiles qu'on fournissait à l'Ukraine, les Scalp par exemple, dans l'armée française, ils tirent à plus de 400 km. Mais quand on les fournissait à l'Ukraine, on en réduisant la portée pour respecter des règles que les Russes violent tous les jours, pour les réduire en dessous de 300 km. Donc est-ce que, en suivant l'exemple américain avec les missiles ERAM qui tirent à plus de 800 km, est-ce que nous aussi on va débrider nos missiles? Ça c'est une option et aujourd'hui les deux sont possibles. Colonel. Oui, alors Emmanuel Macron a raison, c'est-à-dire que la première protection de l'Ukraine, ce ne seront pas les 20 000 soldats qu'on pourra déployer au grand maximum, hein. C'est l'armée ukrainienne qui actuellement a tout compris, approche le million d'hommes et de femmes sous les drapeaux. Alors il n'y aura pas autant après la guerre, c'est impossible de maintenir un tel niveau de mobilisation. En revanche, l'armée ukrainienne sera toujours une armée puissante et il faut qu'elle le soit, car c'est la meilleure protection de l'Ukraine. Accessoirement, ce sera peut-être aussi bon pour nous d'avoir une armée ukrainienne alliée à côté si, par exemple, d'autres pays européens étaient attaqués. Ça peut servir aussi. Ça va dans les deux sens, les alliances. Donc oui, il faut soutenir, en réalité, la première protection, c'est cette armée. Il faut soutenir son industrie, il faut acheter ses équipements, il faut acheter ses missiles. On parlait de missiles, ils sont en train de développer des missiles qui sont de très grande puissance, de grande portée, mais tant mieux. Qu'on les aide à les fabriquer, etc. Donc il y a tout cet aspect qu'on ne voit pas, qui est moins spectaculaire, d'appui et de soutien à l'Ukraine, qui doit durer dans les années à venir. Mais est-ce que tout cela n'est que fable, château de cartes, si nous n'avons pas vraiment le soutien des Américains? Est-ce que quelque chose dans ce sens s'est passé? Sommes-nous sortis du jeu de dupes avec le président américain? Je vous le rappelle, 1h30 de coups de téléphone entre une quinzaine de dirigeants et le président américain, et la présence aussi de l'émissaire Witkoff, avec même accolade à l'appui avec Zelensky, l'émissaire américain sur le dossier. On en reparle dans un instant. À tout de suite.
leur dossier donc se poursuit. Stopper Poutine. Trump est-il enfin prêt? Pour en parler, mes invités que je resalue, Xavier Titelman, Samantha Bendern, Colonel Goya, Guillaume Roquette et Hélène Bonnet. 1h30 d'entretien entre Donald Trump et une quinzaine de dirigeants donc à l'Élysée, et à l'issue, regardez ce que Emmanuel Macron en retient. Je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Nous finaliserons dans les prochains jours le soutien américain. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. On avait compris en amont de cette grande conférence, de ce grand sommet, que le message c'était « Nous, on va prendre notre part, prenez la vôtre, Donald Trump. Nous, on prend nos responsabilités. Regardez, on vous le montre, prenez les vôtres, Monsieur le Président. » Et c'est ce qui s'est passé? Moi, j'ai retenu plusieurs choses de cette conférence de presse. D'abord, c'était le ton relativement grave du président Macron. Il n'avait pas l'air vraiment d'être très content. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait réussi à obtenir quelque chose d'encourageant de la part du président américain. Deuxième chose que je retiens, c'est que on va attendre quelques jours pour voir ce que les États-Unis sont vraiment prêts à donner ou pas. Donc aujourd'hui, je crois que Trump n'a rien donné de concret. Troisième chose, plus subtile, mais à mon avis fondamentale, à la fin de sa conférence, de son premier discours, il a remercié les fonctionnaires, les militaires, les chefs d'État de la coalition des volontaires, qui avaient participé à ces discussions. Il n'a pas remercié les Américains, il n'a pas remercié le président Trump. Je trouve que c'est un signe qu'il n'y avait pas grand-chose qui méritait d'être remercié. Alors, ce qui est espéré du côté américain, c'est ce qu'on appelle un filet de sécurité qui pourrait prendre différentes formes, soutien logistique, une aide du point de vue, vous le voyez, du renseignement, de la communication. On va parler aussi de soutien aérien, mais avant de vous entendre, je vous vois déjà réagir. On prend la direction de Washington pour retrouver Sonia Dridi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre correspondante sur place, accréditée à la Maison-Blanche. Pensez-vous, Sonia, que Trump va prendre sa part? Quelle garantie est-il, lui, réellement prêt à apporter? Alors, ce qui se dit ici, côté américain, c'est que justement, les Américains attendaient de voir ce qu'allaient faire les Européens, s'ils allaient mettre en place un plan concret, s'ils étaient unis avant que Trump s'engage éventuellement plus. Alors là, on a vu avec l'annonce du président Macron, notamment, qu'il y a un engagement de la part des pays européens. On sentait que l'administration américaine attendait que les Européens fassent plus, parce qu'on a aussi appris qu'il y a quelques jours, la Maison-Blanche a demandé au département du Trésor quelles sanctions les Européens pourraient prendre contre la Russie. Et là, on sait aussi, de par des fuites dans la presse, que lors de cet appel, Donald Trump a demandé à ce que les Européens mettent davantage une pression économique sur la Chine, et que les pays européens, il y en a 2 concernés, qui achètent du pétrole russe, arrêtent. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune communication de la part de Donald Trump, de la Maison-Blanche. Il n'a absolument rien prévu au planning aujourd'hui. Il a seulement un dîner ce soir, mais on attend à ce qu'il s'exprime à un moment sur cet appel téléphonique, peut-être sur son réseau social. En tout cas, on sait qu'il écoute davantage les Européens, et selon le Washington Post, les Américains seraient prêts donc à apporter un soutien aérien, éventuellement l'implantation d'une no-fly zone, et puis aussi à partager du renseignement. Merci infiniment, Sonia Dridi, correspondante pour LCI aux États-Unis. Important ce qui vient de se dire. Ce qui semble se confirmer, c'est ce que Donald Trump avait déjà évoqué le 18 août dernier, c'est la possibilité d'un soutien aérien et de la no-fly zone. C'est votre domaine, Xavier Titelman. Important. Est-ce que là, on peut dire que quelque chose est en train de se passer? Les Américains ont toujours plus ou moins fait comprendre qu'ils étaient prêts à soutenir, mais pas à être présents sur le sol. Or, en positionnant des avions en Pologne et en Roumanie, il faut imaginer qu'en 5-10 minutes, ils ont passé la frontière, ils sont capables d'intercepter des éventuels missiles qui arriveraient. Donc là, c'est la partie opérationnelle. Soutenir militairement, en bombardant les éventuels Russes qui auraient passé la ligne de contact, la ligne sur laquelle il y aura la paix qui se fera. La deuxième dimension, c'est tout ce renseignement. Effectivement, les Américains, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de guerre électronique, de captation en volume suffisant. On en a. On a des radars, on a des AWACS, on a ce qu'il faut, mais on n'a pas une capacité à se coordonner pour avoir un suivi H24. Et là, les Américains sont absolument indispensables. Par exemple, avec des avions comme le E-7 qui est capable de voir des mouvements de troupes au sol par radar à des centaines de kilomètres dans la profondeur russe
sans être capable de se faire détecter. Donc ça, c'est absolument fondamental. Ils ont la dimension logistique aérienne, comment accompagner et acheminer. Parfois, si on a une rupture d'essence, il faut être capable d'acheminer des dizaines de tonnes de carburant. Et là, j'adore la 400M, mais c'est un avion qui est limité à 40 tonnes. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on regarde les C-17, les C-5, on est 2-3 fois plus fort, 3 fois plus lourd. Donc on a une capacité de soutien logistique également dont on reposerait avec les Américains. Je vais vers vous, colonel, mais Hélène Bonnet, vous avez suivi les différents sommets, vous êtes resté un bon moment à Washington là récemment. Selon vous, oui ou non, assiste-t-on, encore une de mes expressions favorites, à une tectonique des plaques du côté de la Maison-Blanche? Quand on pose la question de savoir si Trump a choisi son camp, il y a quelque chose qui est peut-être en train de s'inscrire? Qu'est-ce qui est venu de la Maison-Blanche, là, depuis que cette conférence de presse a eu lieu? C'est les Européens, faites des efforts. On va y revenir. Arrêtez d'acheter du pétrole et puis mettez la pression sur la Chine. Pour l'instant, Donald Trump ne s'est pas exprimé. Ce coup de téléphone qui a eu lieu n'était même pas à son agenda aujourd'hui. Moi, j'étais à Anchorage il n'y a encore pas si longtemps. J'ai des gens qui me disaient, mais nous, on ne veut pas dépenser un centime. On n'a rien contre les Ukrainiens, mais on ne veut pas, ce n'est pas notre sujet. Donald Trump écoute ça. Donc, est-ce qu'il va vouloir faire quelque chose? Il n'y a pas qu'une question d'aider à des garanties de sécurité, ça c'est très bien, mais on a compris que tout ce dispositif, quand bien même il serait couché sur le papier, etc., ne repose que sur une chose, un cessez-le-feu. Donc là, la question c'est, est-ce que Donald Trump va faire la pression sur les Russes? La seule chose qu'on apprend, c'est qu'évidemment, il va y avoir de nouvelles réunions entre Russes et Américains, ça a été dit pendant la conférence de presse. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Est-ce qu'on assistera encore une fois à Steve Witkoff qui va voir Vladimir Poutine pour finalement ne pas avancer? Enfin, vraiment, ça, on a l'impression qu'on tourne en rond. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux positifs de la Maison-Blanche. Je m'arrête effectivement sur ce que vous disiez, Steve Witkoff, présent lors de ce sommet. Ce n'était pas tout à fait attendu. On l'a un peu appris à la dernière minute. Je me tourne vers vous parce que je me dis, elle va me corriger, Hélène, si je me trompe. Non, c'est bon, j'ai tout bon. Il était là, Witkoff. C'est l'émissaire spécial pour Trump sur ce dossier, la Russie, le Moyen-Orient aussi, mais la Russie en l'occurrence. Par ailleurs, on a eu les déclarations de Trump sur la Pologne. Il est prêt, le président américain, à déployer plus de militaires américains en Pologne. Pardon, je cherche l'espoir, je cherche la lumière. Vous avez un indice, puisqu'on paye déjà ce soutien éventuel, puisque les équipements qui sont vendus à l'Ukraine sont déjà surfacturés de 10%. Ces 10%, c'est pour payer l'appui et le soutien américain à la force de garantie de sécurité, qui n'est même pas encore effectivement complètement assurée. Alors bien sûr, oui, cette force elle serait importante. À la limite, je pense qu'on peut malgré tout, on fera les choses beaucoup moins bien, c'est sûr. Ce sera beaucoup plus difficile, mais on pourrait éventuellement s'en passer. Mais elle est importante. Mais le problème, c'est que, il y en a deux. D'abord, oui, on a dit d'abord, il faut un cessez-le-feu. Et puis deux, il faut être sûr de la parole de Trump. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi compliqué que le cessez-le-feu, en fait, que l'arrêt des combats. Je rappelle, au passage, juste un point, c'est que lundi dernier, c'était la fin de l'ultimatum imposé par Donald Trump. Voilà. Et vous avez vu quelque chose depuis quelque chose de nouveau? Non. Je crois que ma naïveté en a pris un coup. Guillaume Roquette. Non, moi je ne suis pas sûr, parce que vous disiez on cherche un peu de lumière dans le tunnel, mais il me semble que même si l'engagement américain n'est pas très, très, très précis, Emmanuel Macron adore cette expression d'ambiguïté stratégique. Il me semble que là on y est aussi à Washington. Mais c'est quand même un point important que les Américains veuillent bien se mouiller, entre guillemets, avec nous. Ça change tout. Parce que le colonel Goyal rappelait, il y a déjà eu dans le passé des coalitions internationales, en Afghanistan par exemple. Mais là, ce serait la première fois qu'on serait face à une puissance nucléaire. Et donc, que les Américains acceptent de participer même de façon indirecte, pour Poutine, je pense que ça a du poids, parce que je reviens à l'inquiétude du président Zelensky, se disant, mais si les chars russes ne respectent pas le cessez-le-feu et franchissent la ligne, ou s'ils envoient leurs avions, que ferez-vous? Peut-être que Poutine, il hésitera nettement plus à faire bouger son armée s'il sait qu'il y a les Américains pas loin. Oui, c'est montagne. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point, quand on entend parler le président Poutine, quand on entend parler les Américains et quand on entend parler les Européens, on dirait un dialogue de sourds, en tout cas entre Poutine et les autres. Là, les Européens aujourd'hui parlent d'une force de réassurance de la coalition des volontaires, des troupes qu'ils mettront au sol le jour après le cessez-le-feu.
Et hier, à Pékin, vous avez Poutine qui dit on n'a jamais parlé de sécurité, de garantie de sécurité en Corée. Nous avons parlé plutôt de droits de l'homme et du droit des russophones à s'exprimer librement. Quand on voit un Steve Witkoff, qui était présent aujourd'hui, qui était à Moscou il y a quelques semaines, qui est revenu de Moscou avec une interprétation de ce que Poutine lui a dit, qui ne ressemble en rien à ce que Poutine maintenant dit, a été dit, et qui a mené un malentendu entre Trump et Poutine et entre Trump et les alliés, on se rend compte à quel point, malgré les difficultés militaires sur le terrain, il y a une première difficulté qui est celle de la compréhension mutuelle de ces personnes qui se parlent. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. On va parler de contrepartie, Xavier Titelman avant. En un mot, en fait, on est en train de dire à une victime, nous serons prêts à t'aider une fois que ton agresseur aura arrêté de te tabasser. Voilà, c'est ça en fait le résumé de la situation. Tant qu'on laissera l'agresseur continuer à le tabasser, nous, on n'est pas prêt à la protéger. C'est ça le problème. Alors, je le disais, et d'ailleurs Sonia Dridi l'a très bien rappelé lorsqu'elle était en direct avec nous depuis la Maison-Blanche, ce que Trump aurait dit lors de ce coup de fil d'1h30 avec une quinzaine de dirigeants à l'Élysée, c'est qu'il demande en quelque sorte, moi j'appelle ça des contreparties, mais vous les qualifierez comme vous le souhaitez. Il dit d'accord, mais moi, je vous demande, dirigeants européens, d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Premier point. Je vous demande par ailleurs de mettre en place une pression économique sur la Chine. Second point. Pour le dire de manière très directe, s'il nous apporte plus de soutien, plus d'appui, il va nous le faire payer ? Oui, dit Hélène Bonnet. Parce qu'il fait tout payer aux Européens. Il fait payer les munitions, il fait payer des droits de douane. En fait, tout est commerce. L'aide de Donald Trump ne sera jamais gratuite. Je pense que les Européens l'ont vu depuis plusieurs mois. Il a encore une fois, il n'a pas pris la parole. La seule parole qui vient de la Maison-Blanche, c'est une demande de contrepartie. Colonel Goya. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, hein, même le soutien éventuel à cette force de sécurité, avec des moyens qui sont déjà présents, mais ça a un coût de fonctionnement, on nous le fait déjà payer. Ce qui, je suis en train de chercher des exemples dans l'histoire, j'en trouve pas. Donc on est dans une approche, oui, il faudra payer déjà, voilà, on peut payer tout. Mais c'est ce qui est absolument hallucinant dans cette... Si Trump a vraiment dit aux Européens, achetez du pétrole russe, il a raison de le dire d'ailleurs. Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Mais Trump est en train... les États-Unis, la société pétrolière ExxonMobil, là on l'a appris quelques jours, envisage de retourner en Russie. Trump n'arrête pas de dire qu'il veut parler d'éventuels deals de business avec les États-Unis. Et en même temps, il dit aux Européens, arrêtez d'acheter du pétrole russe. Et en plus, par rapport à la Chine, 2 jours après en Corée, 2 jours après ces 10 minutes seul dans la limousine avec Vladimir Poutine, Trump annonce que finalement, les droits de douane qu'il avait menacé de mettre sur la Chine, eh bien, il va encore retarder ça de 90 jours. Il a mis des droits de douane sur l'Inde parce qu'elle continue à importer du pétrole russe. Mais la Chine, à qui l'Inde maintenant exporte son pétrole russe raffiné, là, on la laisse tranquille pour le moment. Donc, on sent vraiment, excusez-moi, mais que Trump est en train de se foutre de notre gueule. Oui, mais est-ce qu'il ne nous met pas devant nos propres hypocrisies aussi ? Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Oui, il faut nombre d'entre vous l'ont dit des milliers de fois sur ce plateau. Guillaume Roquette. Oui, il me semble que c'est plutôt positif, comme Samantha le rappelait. Bon, le moins qu'on puisse dire, mais ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est autour de ce plateau, c'est qu'il n'est pas très lisible, Donald Trump. Moi, je pense qu'il a une forme de logique. À mon avis, sur son bureau à la Maison-Blanche, il doit avoir une feuille, puis il doit y avoir la liste qu'est-ce que je dis de gentil aux Ukrainiens, qu'est-ce que je dis de gentil aux Russes, et puis il équilibre. Et quand il part un peu trop dans l'autre sens, il part ensuite pour rééquilibrer, entre guillemets. Parce qu'il y a bien sûr ces éléments qui sont positifs, on l'a dit, arrêter d'acheter du pétrole russe, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme engagement dans ce fameux entretien dans la limousine avec Poutine pour la paix? Est-ce qu'il a laissé les Russes, est-ce qu'il accepterait que les Russes gardent un certain nombre de territoires qu'ils occupent en Ukraine? Cela, on ne le sait pas. Je pense que le constat fondamental de Trump, il n'a pas changé, c'est il faudrait que cette guerre s'arrête. Et ensuite, en fonction des événements, il semble donner des gages à l'un ou l'autre camp pour essayer de faire accélérer ce but. Mais je pense que le point final, le point d'aboutissement pour Trump, c'est la fin de la guerre. C'est pas forcément que l'Ukraine obtienne satisfaction. Il va nous utiliser au passage pour mettre la pression sur la Chine, donc on l'a bien compris. N'ayant pas le courage de le faire lui-même, il va demander à l'Europe de mettre la pression sur la Chine. Et qu'est-ce qu'il va faire si on ne le fait pas? Il va augmenter les droits de douane sur l'Europe.
Enfin, c'est déjà fait. Oui, mais encore. 15%. Est-ce qu'il pourrait aller encore plus loin? C'est illogique, il n'a pas de cohérence. Effectivement, je ne pense même pas qu'il se fout de nous. Je pense qu'il est incohérent et qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il fait. Il n'y a pas de logique d'ensemble. Donc, par exemple, quand il dit encore ces dernières heures, attention, si on n'est pas content, il se passera quelque chose. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'on peut l'écouter. On va le faire. Allez, c'est parti. Le président Poutine connaît ma position et il prendra une décision dans un sens ou dans l'autre. Selon sa décision, nous en serons satisfaits ou mécontents. Et si nous ne sommes pas contents, il se passera quelque chose. Il y a des journalistes américains qui lui ont dit mais pourquoi vous passez pas la deuxième en gros et là il s'est un peu énervé, il dit non mais moi je mets de la pression sur Moscou. Il rappelle qu'il a sanctionné l'Inde avec plus de droits de douane parce qu'il estime que l'Inde aide la Russie dans sa guerre en Ukraine. Et il promet même l'éventualité d'une phase 3. Mais alors je vois que ça vous fait déjà lever Mais les oui, yeux au alors ciel. ces sanctions sur l'Inde, c'est vraiment un sujet très intéressant. Il y a beaucoup d'agences de presse très réputées comme Reuters, le journal Fortune et d'autres qui ont enquêté justement sur les relations entre Trump et l'Inde et Trump et le Pakistan. Il se trouve que le fils de Donald Trump a signé il n'y a pas longtemps un accord très important de développement de crypto-monnaies qui serait lié à l'exploitation de terres rares du Pakistan. Et comme par hasard, c'est juste après ça que Donald Trump a mis ses droits de douane sur l'Inde, que c'est beaucoup plus en rapport avec les intérêts financiers de Trump, sa relation personnelle avec Modi qui est en train de se dégrader. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des sanctions secondaires sur l'Inde. Très bien, extrêmement bonne idée. Mais pas la Chine. Donc que fait l'Inde aujourd'hui? Eh bien l'Inde réexporte tout le pétrole raffiné russe vers la Chine et continue à s'en mettre plein les poches. Et on voit que Modi que Modi et Xi se sont rapprochés. Donc c'est une erreur stratégique fondamentale qu'il a faite, quelles que soient les raisons pour lesquelles il l'a faite. Contre-productif. Oui, très vite. C'est un point clé pour comprendre ce que fait Trump, c'est il a toujours en tête éventuellement ses intérêts personnels et sinon les intérêts de son pays. Et quand il dit « faudrait que les Européens arrêtent d'acheter du pétrole russe », le sous-titre c'est « il ferait mieux d'acheter le gaz qui vient des États-Unis ». Et d'ailleurs c'est de plus en plus le cas puisqu'il y a eu des engagements des Européens en ce sens. Alors, pendant ce temps-là, comme on dit, à Vladivostok, Vladimir Poutine, lui, s'est rendu à un forum économique. Il a affiché un large sourire. Que faire face à cette Russie inflexible? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe à l'Élysée aujourd'hui en face de nous, elle est même bien verbalisée, encore une fois, ces dernières heures, cette inflexibilité. Écoutez Poutine hier, qui parle du terrain de la guerre. Tous les groupements des forces armées russes sont à l'offensive dans toutes les directions. L'armée russe à l'offensive dans toutes les directions. On va faire un point quand même sur ce qui se passe sur le front précisément militaire. Au cours du mois d'août, colonel Goya, l'armée russe elle a conquis 594 km² de territoire supplémentaire en Ukraine. Mais c'est un chiffre en baisse par rapport aux 2 mois précédents. Où en est-on précisément? D'accord. Donc je vous fais ça façon état-major. Allez-y. Bon. En fait, la situation est relativement peu changée. D'un point de vue stratégique, les Ukrainiens sont toujours dans une position où ils n'ont pas les moyens de reconquérir véritablement les territoires conquis. Du côté russe, on est toujours sur la même stratégie, en réalité, depuis avril 2022, où l'effort en termes militaires se porte sur la province de Donetsk, où il y a 5 villes à prendre. Tout le reste, toutes les opérations actuelles autour, ce sont des opérations de pression. Dans Zaporijia, même Kherson, sur le front Kharkiv, même les opérations de frappe sur l'arrière, ce sont des opérations de pression qui visent à mettre la pression sur la société ukrainienne, à fixer les forces ukrainiennes, à les coller. Mais l'effort principal est toujours dans cette direction, où, je le rappelle, il y a 5 victoires à obtenir, 5 villes importantes. Et pour l'instant, depuis juillet 2022, ça fait 3 ans, ils n'en ont pris que 2, plus Mariupol, bien sûr. Et donc, depuis 3 ans, en réalité, on est sur une progression de l'ordre de 1 département français, l'équivalent d'un département français par an. C'est-à-dire que les Russes sont actuellement les conquérants les plus lents de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un tel niveau que, à la limite, on ne peut même plus parler de progression. On peut parler de blocage, on peut parler d'impasse, qui est plutôt du point de vue de terrain, à l'initiative des Russes, mais vraiment, c'est surtout un blocage. Donc, ce qui est important, c'est ce qui se passe de manière invisible, c'est-à-dire combien ça coûte, tout ça, de part et d'autre, et est-ce qu'on peut tenir, combien l'un ou l'autre peut tenir à ce rythme, à ce niveau d'usure, de part et d'autre. Et là, on n'a pas beaucoup de réponses à ces questions, sinon qu'a priori, ça semble pouvoir durer encore longtemps. Et on pensait noter une forte poussée en revanche dans le Donbass. Oui.
Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est toujours l'effort qui est porté dans cette direction. Hein, c'est l'objectif. Peut-être de plus en plus pressant qu'encore depuis qu'on a commencé un processus de négociation. C'est l'objectif ultime. Hein. Vous voyez cette ligne blanche. Oui. Alors, c'est très artificiel. Hein, mais bon, cette ligne blanche, une fois que les Russes l'auront atteinte, ils pourront dire, voilà, on a atteint notre objectif stratégique et on peut peut-être, à ce moment-là, arrêter. Et comme je disais tout à l'heure, ça passe par les villes. Il en reste encore 3 à conquérir. Slovan importante, Slovensk, Kramatorsk dans le nord, Pokrovsk au sud. Et donc, la méthode qui est utilisée, c'est une méthode du torrent, c'est-à-dire on grignote partout, on pousse partout. On n'attaque pas forcément directement les centres urbains qui sont de véritables bastions, durs à prendre, mais on essaie de les encercler, on essaie petit à petit de peser pour obliger les Ukrainiens à les abandonner en réalité. Donc ça avance avec quelques poussées parfois un peu importantes, comme on l'a vu du côté au nord de Pokrovsk à Dobropalia, mais qui ont été résorbées. Et donc ça grignote toujours. Donc vous avez des secteurs de défense comme ça, vous avez des armées qui sont là depuis des années et qui font des rotations d'attaque tout le long du front en espérant petit à petit grignoter et peut-être l'an prochain arriver enfin à une victoire stratégique. Merci colonel. On va retrouver ce plateau et on va prendre la direction de l'Ukraine pour vous retrouver. Emma Barrier, bonjour et merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis le terrain, depuis l'Ukraine. Comment perçoit-on les derniers mouvements ici, notamment depuis l'Elysée, les dernières déclarations ? Bien, pour tout vous dire, oui, les premières réactions sont sorties, notamment sur les réseaux sociaux, alors que cela concerne les garanties de sécurité de manière générale ou le fait que cette fois 26 pays sont prêts à déployer des troupes sur le sol. Eh bien, sans surprise, les Ukrainiens sont toujours aussi, disons, désabusés, même parfois ironiques. Ils n'y croient pas. Cela ne va pas changer le cours des choses ici, et ce pour plusieurs raisons. Alors, déjà, ce qui revient souvent, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ici, eh bien, ils ont du mal, ils se méfient, ils ne font pas confiance aux garanties de sécurité qui viennent de l'Occident à cause de l'historique mémorandum de Budapest qui avait finalement échoué. L'autre raison, c'est qu'il n'oublie pas la réalité des choses et les possibilités avec Vladimir Poutine qui sont moindres, puisqu'il a dit dernièrement qu'il trouverait intolérable la présence de troupes étrangères sur le territoire ukrainien. Dès lors, il devient très compliqué d'imaginer les Occidentaux déployer des troupes ici. Et puis aussi, en parlant de réalité du terrain, ils savent également ce qui se passe dans le Donbass, sur le front. Et eux, eh bien, ils sont déçus de voir ces réunions qui n'aboutissent à rien de concret pendant que eux, eh bien, continuent de se battre pour les intérêts de l'Europe, disent-ils. Pour eux, le cessez-le-feu paraît bien loin et donc avant que des garanties de sécurité ne voient le jour, il va se passer beaucoup de temps. Je vous rappelle que des troupes russes continuent d'être amassées sur le front là-bas dans le Donbass et donc, eh bien, pour eux, la meilleure garantie de sécurité pour le moment, c'est celle-là, c'est la défense du front. Et pour cela, eux, ils ne demandent qu'une chose, c'est de renforcer l'armée ukrainienne, que ce soit par la production ou l'achat de drones grâce à l'Europe, plutôt que de continuer à espérer éternellement la fin éventuelle d'une guerre ici. Et puis enfin, pour vous donner aussi une idée de comment c'est reçu par la société ukrainienne, sachez qu'avant même que cette conférence de presse soit finie, juste avant, eh bien, la presse locale ici, elle ne parlait quasiment pas de ces réunions à Paris. Ici, l'actualité, c'est la guerre qui continue, je vous le disais, notamment dans le Donbass, mais aussi avec les frappes russes qui continuent de prendre pour cible le territoire ukrainien. Rien que cet après-midi, on a encore appris qu'il y a eu 2 morts dans la région de Tchernigiv lorsqu'une mission humanitaire était en reconnaissance de mines dans un champ. Et puis sachez aussi qu'à l'heure actuelle où nous nous parlons, il y a des alertes dans tout le nord du pays puisque des drones russes sont en train de voler en reconnaissance. Voilà, c'est pour vous dire le décalage qu'il y a entre les discussions que l'on entend à Paris et la réalité de la guerre ici en Ukraine. Merci infiniment. Emma Barrier avec Vincent Martner depuis l'Ukraine. Justement, la réalité des faits. Emmanuel Macron, lors de sa prise de parole tout à l'heure, a évoqué 1 million de pertes du côté russe. Est-ce qu'on peut décrypter un peu ce chiffre ? Non, les pertes, c'est le cumul des morts, des blessés, des prisonniers, des disparus. D'accord. On a 125 000 morts russes nominativement connus, avec leur listing, leur grade, etc. À partir de ça, on fait des extrapolations, on compare le nombre de morts qui est connu dans une zone, on va voir combien il y a de morts dans un cimetière, de nouveaux cercueils, et on atteint 220 000. Mais ça ne comprend pas les disparus, tous ceux qui ont dans un char qui a explosé. Donc on est au-delà des 250 000 morts, sans compter les Nord-Coréens, les habitants de la zone séparatiste, etc. Et à ça, vous avez à peu près 600 000 blessés graves, 500 000 nouvelles demandes de pension d'invalidité budgétées dans le budget russe depuis le début de la guerre pour des hommes qui sont en âge de se battre. Et donc on sait qu'on est au-delà du million aujourd'hui. Vous avez ensuite 1 million d'hommes qui ont quitté le pays au début de la guerre, qui ne sont pas revenus. Et du côté ukrainien, on est plutôt autour de 130 000, 140 000 morts et disparus. Donc on est sur un rapport en gros de 1
morts ukrainiens pour 2 morts russes. Et on a un petit peu moins de blessés aussi, de blessés graves, parce qu'ils sont plus proches de leurs hôpitaux et donc ils ont une meilleure capacité à soigner leurs blessés. Xavier Titelman, je vous remercie parce qu'on doit vous laisser filer, mais je vais rappeler votre pétition. Sauvons les civils des drones russes. Vous appelez à fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine. C'est plus de 30 000, voilà, on le voit, signataires pour le moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Accepté notre invitation. Alors dans un instant, on va se demander, est-ce qu'on attend la réaction du Kremlin après toutes ces déclarations? On va se demander comment la Russie peut réagir, mais surtout, est-ce qu'elle va encore plus nous attaquer demain qu'aujourd'hui sur le terrain de la guerre hybride. Révélation exclusive TF1 LCI dans un instant. Il y a eu de nouvelles tentatives de déstabilisation contre la direction générale de la sécurité intérieure par des Russes. On en parle dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier. Nos informations exclusives maintenant sur une nouvelle ingérence russe en France. Une fake news qui a circulé. On va tout vous dire. Il s'agit plus de déstabilisation que d'ingérence qui a été poussée une fois de plus par des intérêts proches de la Russie. Vous vous souvenez depuis quelques mois de ces captures d'écran sur les réseaux sociaux de journaux avec des histoires, des mésaventures qui arriveraient à des célébrités. Et bien voilà, tout est parti de là. Ça s'est transformé en fake news poussé par des proches des Russes. Pour en parler, Nicolas Quesnel est avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste et auteur de Allô Paris, ici Moscou. Merci d'être avec nous. Et nous sommes avec Guillaume Chaise qui nous a rejoint, qui est spécialiste police-justice de TF1 LCI. On a toujours avec nous Samantha de Bendern, le colonel Goya, Guillaume Roquette et Hélène Bonnet. Allez, je vous emmène avec moi, Guillaume Chaise. C'est fin juillet. Ils ont encore frappé. Cette fois, ça vise la directrice générale de la sécurité intérieure. C'est ça qui est important. Elle s'appelle Céline Berthon. Exactement, en plein cœur de l'été, cette capture d'écran du site Le Monde qui a circulé sur les réseaux sociaux. L'article explique en quelques lignes que Céline Berthon, la directrice de la DGSI, sera contrainte à démissionner car elle n'a pas su empêcher l'exode de capitaux numériques français. L'article est évidemment un faux. La DGSI ne s'occupe pas des capitaux numériques et puis surtout, Céline Berthon n'a jamais démissionné. Mais tout cela n'empêche pas l'article d'être repris, relayé sur des sites plus ou moins confidentiels. Vous voyez, on parle même de l'État profond français, ce qui est un terme complotiste. La finalité de tout cela, c'est simplement une tentative d'escroquerie en appâtant les internautes. Sauf que le faux a été repris et relayé par Cyril Delattre, un homme français installé en Russie, pro-russe. Et là, l'article a explosé. Le 18 août, la fake news a été vue 200 000 fois sur X. Les complotistes s'en emparent. Jacques Cheminade le retweet. Et de nombreux bots pro-russes, excusez-moi, un système informatique en fait qui permet des robots qui permettent de retweeter en masse les informations s'en emparent. Ça amplifie la diffusion rapide de tout cela. Et les services de renseignement identifient là une tentative de déstabilisation, pas une ingérence russe à proprement parler, mais tout un écosystème français pro-Kremlin qui a permis la diffusion de cette fausse information. Merci beaucoup. Alors Nicolas Quesnel, quel est le message précisément? C'est si elle ne peut plus rester en poste, cette patronne de la DGSI, c'est le signe de la déliquescence française. C'est ça ce que ces pro-russes ont essayé d'instiller dans l'opinion française? Oui, alors on peut dire ça. Alors après, c'était vraiment un coup qui était très opportuniste dans l'absolu. C'était même pour la petite anecdote, en fait, Céline Berthon a appris qu'elle avait déposé sa démission depuis ses congés. Donc évidemment, je pense que ça n'a pas manqué de les faire rire un petit peu à Levallois. Pour le coup, on est effectivement sur le cas d'une arnaque qui devient une désinformation et qui reste très longtemps en ligne sur un blog avant d'être prise et identifiée sur les réseaux sociaux et ensuite partagée par plein de gens, dont Jacques Cheminade, par exemple, qui s'en est fait l'écho. Il se trouve que tout ça a été faux et, à mon sens, c'était... je pense que c'est peut-être un petit peu fort de parler d'une opération de déstabilisation. Je pense que c'était juste un coup d'opportunité fait par quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur les réseaux, sur les médias de désinformation du Kremlin. Voilà, c'est pas aller bien plus loin que ça, honnêtement. Du côté de la DGSI, personne n'a travaillé dessus et au sein des services de l'État, personne n'a vraiment été mobilisé sur cette fausse information qui pourtant aujourd'hui continue d'être partagée en ligne. Voilà, ça continue d'avoir quand même une force de frappe dans l'opinion et c'est bien ça l'objectif malgré tout. Ils ont visé la personne qui est en charge
de la lutte contre l'ingérence. C'est pas rien aussi, quand même. Non, c'est pas rien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde les commentaires qu'il y a eu sur LinkedIn, sur X, sur Facebook, par les gens qui ont donc copié cette capture d'écran, qui disent finalement, on a cherché le site du Monde, l'article a été supprimé, c'est l'État profond encore qui est au travail. Donc ça contribue à créer un état de méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les médias traditionnels, parce que si les médias traditionnels enlèvent des articles qui disent des choses négatives sur la DGSI, ça veut dire que c'est la DGSI qui contrôle tout. Donc ça contribue à vraiment déstabiliser la population. Et c'est ça que cherchent les Russes. Ils cherchent la déstabilisation et ils veulent que la population n'ait plus confiance ni aux autorités politiques, ni aux informations qui sont lues dans des organismes de presse qui suivent une déontologie extrêmement claire et stricte, des médias comme nous par exemple, qui sommes aussi soumis à une déontologie très stricte et qui vont finalement aller chercher leurs infos sur TikTok, sur X, via des canaux d'information qui n'ont absolument aucune déontologie. Et c'est ça le risque pour nos sociétés. C'est bien plus dangereux que finalement ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine est dangereux à long terme. Mais à court terme, le vrai danger pour la France, c'est cette ingérence dans le domaine de l'information. J'ai forcément envie de me tourner vers vous, Guillaume Roquette, en tant que patron de presse, directeur de la rédaction de Figaro Magazine. Vous avez été utilisé par des pro-russes, détournés pour essayer d'influencer notre opinion. Vous l'avez. Alors c'est arrivé au site du Figaro. Effectivement, il y a 1 an et demi de mémoire, où il y a eu des fausses informations qui ont été publiées sur les réseaux sociaux avec un copier-coller du type de celui qu'on voit à l'écran. Simplement, au lieu d'être écrit Le Monde, il était écrit Le Figaro. Et donc, dans ces cas-là, nous, ce qui est important, c'est qu'on s'en aperçoive le plus vite possible pour que très vite on fasse remonter en page d'ouverture de notre site les vraies informations pour que les gens qui veulent aller vérifier, c'est-à-dire les gens qui sont de bonne foi et qui disent tiens, est-ce que c'est vrai ou pas, ça paraît bizarre, puissent se rendre compte. Le problème, c'est que la plupart des gens qui font tourner ces informations se foutent éperdument, en fait, je pense, de savoir si c'est vrai ou non. Ce qui compte pour eux, c'est d'être confortés dans leur vision du monde, dans leur bulle cognitive, et c'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre ça. Je pense qu'il faut en faire le minimum. D'ailleurs, la DGSI a fait... Je suis même pas sûr qu'ils aient fait un communiqué officiel pour dire que la patronne restait, parce que ça aurait été, en fait, accrédité, cette information. Ce qu'on peut espérer, parce qu'il faut être optimiste, c'est que avec la multiplication de ce genre de fake news, qui va forcément arriver, les gens vont devenir méfiants. Vous savez, c'est un peu comme le numéro de téléphone, on vous dit « Est-ce que vous êtes chez vous ? Oui. J'ai un colis à livrer. » Bon, il y a encore 3 mois, les gens répondaient. Maintenant, ils répondent plus. Alors, il nous reste peu de temps pour être tout à fait transparente, mais colonel, est-ce qu'il faut se dire que tout ça va s'amplifier, cette guerre toujours hybride? Alors là, menée non pas directement par le Kremlin, mais par des soutiens russes. Par exemple, est-ce que c'est indexé sur la multiplication des sommets à l'Elysée? Plus on en fait, plus on va être attaqué? Oui, il y a peut-être ça, mais je pense que c'est comme sur le terrain, hein. C'est des attaques permanentes, et puis de temps, voilà, c'est une pression permanente, on tente des trucs, puis de temps en temps ça perce. Voilà, il y a une percée, tiens là, il y a une opportunité, un seul coup on a fait des divisions, ça se termine en 100 000 vues, voilà, donc on a réussi un petit coup, c'était pas forcément prévu dès le départ, mais voilà, et on continue comme ça tout le temps. C'est comme ces petites attaques de sections de compagnie sur le terrain, tout le temps, et puis ça contribue, voilà, petit à petit à saper, à user, c'est le même principe, hein, à user, on met un peu de sel sur toutes les plaies possibles, les tensions possibles qu'il peut y avoir en France. On sape un peu la confiance dans les institutions, etc., etc. Donc c'est un combat permanent. Je vous remercie beaucoup. Merci Nicolas Callen d'avoir été avec nous pour votre expertise. Merci pour les infos, Guillaume Chaise. Merci à vous d'avoir participé au grand dossier. Merci à vous de l'avoir regardé. Tout de suite.